diplôme. J'ai proposé que l'ENV depuis 10 ans. Je suis plutôt sur les formations de coaching, d'accompagnement, sur les formations de préparation au concours de prof de sport. Et dans une autre vie, j'étais cadre technique au volleyball. Et puis, j'ai aussi travaillé quelques années au Crêpes de Toulouse en formatrice. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais échanger avec vous sur la création en fait, du MOOC coaché accompagné que j'ai mis en place à l'ENVSN. Alors, bon, l'idée, voilà, c'est de partager cette première expérience qu'on a mis en place. Et le MOOC, il a été réalisé, puis il est encore ouvert. Donc, j'ai préparé quelques slides. Et ensuite, après, je vous montrerai bien évidemment le MOOC. Et puis, l'idée, c'est d'échanger peut-être de manière plus précise sur des questions que vous auriez. Alors, déjà, la genèse du MOOC, c'est qu'on a mis en place une formation d'accompagnateur de performance. On a pendant 6 années. Et l'année dernière, en fait, on a souhaité la mettre en place seule. Avant, on la faisait avec les STAPS de Brest, l'Université de Bretagne occidentale. Et on a décidé de la mettre en place à l'ENV de manière autonome. Donc, du coup, il y a eu une petite transition entre 6 promos et une nouvelle promo. Et on a dû décaler la formation qui aurait dû commencer en septembre 2019. Elle a dû être décalée en 2020. Et donc, pendant ce temps-là, moi, j'ai proposé justement, comme on a réécrit en termes d'ingénierie un nouveau diplôme, l'Executive Master Coach et Performance, on a diminué le nombre d'heures. Et donc, moi, j'ai proposé aux collègues, parce que j'avais déjà aussi en charge l'environnement numérique de travail que j'avais développé sur Spiral et puis que j'avais transféré sur Claroline pour ce diplôme. J'ai proposé que les heures qu'on faisait depuis 6 années en face-à-face pédagogique classique, on puisse capitaliser et s'en servir pour créer un MOOC. Donc c'est vrai qu'au départ, moi j'étais convaincue. Les collègues avec lesquels je travaille dans cette formation sont moins, on va dire, en fait, moins fans, moins adeptes de tout ce qui est numérique. Donc, il a fallu déjà arriver à les convaincre de la pertinence de faire un MOOC, que c'était pas forcément, même si moi, j'en avais pas forcément fait, mais on avait Théo pour de sécurité, donc on avait quand même des compétences en interne qui pouvaient nous accompagner. Et puis, cette envie aussi de pouvoir à la fois communiquer sur notre future formation, capter un public, et puis ces heures-là qu'on ne pouvait plus faire en face à face parce que le ruban était réduit, pouvoir s'en servir autrement. Et avoir finalement se dire on crée des contenus, mais qu'on a déjà fait plusieurs fois, qu'on maîtrise en face à face. Par contre, on les crée à distance, dans une formation à distance. Donc ça, c'était un peu la genèse. Qu'est-ce que j'oublie voilà, 6 années. Et puis, bon, voilà, des compétences. Donc, l'idée, c'était de mettre en valeur aussi pour le défendre par rapport à la direction, parce qu'une fois que j'ai pu convaincre mes collègues, il a fallu que j'arrive à convaincre la direction. J'ai dit que ça permettait aussi de mettre en valeur l'expérience sur nous, d'avoir une nouvelle production numérique qui pourrait, et on le verra après, justement avec la crise du Covid, qui pourrait servir à d'autres formations. Et puis, essayer de capter un public pour avoir des stagiaires en formation sur notre diplôme en interne de coaching. Voilà. Ça. Et puis, donc, voilà. Et l'idée aussi, c'était que je me portais garante d'accompagner les collègues qui n'étaient pas forcément, on va dire, très sur les outils numériques pour pouvoir les aider à faire leur production classique en production à distance. Donc, je m'engageais à faire, moi, mon contenu en tant que formatrice, mais aussi les accompagner sur ce transfert-là. Alors, au niveau du rétro-planning, en gros, on a décidé de ne pas reproduire la formation 19, donc on s'est mis sur le MOOC avec les collègues en octobre, et le MOOC a été ouvert le 10 mars 2020. Et avec les collègues du pôle numérique de l'ENVSN, on a décidé, avec la crise du Covid, de le laisser ouvert encore. Là, donc, il est encore ouvert actuellement. Les personnes peuvent s'inscrire.
Donc, dans les outils que j'ai utilisés pour créer le MOOC, vous le verrez après, donc j'ai essayé de mettre en place une forme de charte graphique avec quelque chose, j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu agréable à voir visuellement. Donc, j'ai utilisé Canva pour l'infographie, j'ai fait un teaser avec Moovly. Nous, on s'est doté à l'ENV de l'outil RapidMOOC. Donc, du coup, je suis la référente sur l'établissement de cet outil. Donc, j'ai souhaité mettre en place en fait des contenus qui étaient à la fois des contenus classiques PDF, PowerPoint, mais qui étaient tous faits encapsulés avec des vidéos. Donc ça, c'était un peu le parti pris du départ, et avec aussi une vision pédagogique, une ingénierie que j'avais imaginée et que je vais vous présenter après pour donner de la cohérence entre les interventions dans le MOOC, entre les différents intervenants. J'ai souhaité qu'on ait chacun la même façon de procéder pour donner à voir nos contenus. D'autres outils, donc pour faire les montages et les capsules, on peut le faire sur RapidMOOC, mais j'ai plutôt fait en pré-prod, en post-prod, j'ai utilisé OpenShot. Et après, pour faire les questionnaires, j'ai travaillé avec Google Forms plutôt que les questionnaires de la plateforme que j'ai utilisés pour de l'évaluation classique en questionnaire quiz. Et puis aussi des outils un peu de facilitation graphique, parce que je me forme là-dedans. Donc, j'ai aussi essayé de donner à voir. Enfin, pour moi, le visuel, il est important. Donc, j'ai essayé de donner à voir aussi de cette façon-là. Après, les questions qu'on s'est posées avant l'ouverture du MOOC, alors que j'ai aussi posées aux collègues qui avaient ouvert des MOOC jusque-là, payant, pas payant. Est-ce qu'on dit que c'est de la FOAD ou est-ce que c'est… et comme c'est du MOOC, pour moi, je partais du principe qu'un MOOC était gratuit. Donc, il fallait voir qu'est-ce qu'on faisait. Puis après, si on parle en chiffres, on a quand même réalisé presque 40, j'ai réalisé 40 capsules montées avec les collègues. Ça fait l'équivalent de 5 heures de vidéos capsules qui sont montées. Donc, du coup, c'est quand même un gros travail. Et donc, on a hésité avec la direction à faire quelque chose de payant à minima. Et on a décidé de rester sur la logique initiale, c'est-à-dire on fait ça, on le donne gratuitement à tout le monde. Et puis, on verra pour des modules complémentaires, éventuellement, de demander des petites participations. Donc ça, c'était les premières questions. Après, les questions qu'on s'est posées, c'est estimer le temps de travail qu'avaient les stages qu'auraient les participants à faire par rapport aux différents blocs qu'on a mis en place. Donc, il y a certains collègues de l'école qui n'étaient pas des formateurs qui sont intervenus dans nous. On leur a demandé, David, Olivier, d'aller voir un peu et de réfléchir sur le temps estimé du travail pour pas non plus faire peur aux personnes et être assez proche de la réalité du temps. Donc, moi aussi, je l'ai vérifié ça avec un questionnaire à la fin pour savoir si par rapport aux heures estimées, ils avaient passé plus ou moins de temps pour justement avoir une première jauge. Et puis ensuite, la question c'était est-ce qu'on donne tout le MOOC en même temps? Parce qu'on a fait plusieurs blocs. Finalement, on a été 3 formateurs à partir sur… alors, le plus simple sur le… Vous me dites si vous voyez. Alors, hop. Donc ça, c'est le MOOC. Vous voyez ou pas là? Pascal? Oui, oui, on voit. Hein? Ouais. Oui, oui. Donc, le MOOC, il s'organise de façon assez classique. Donc, il y a une page d'accueil sur laquelle il y a un certain nombre d'actualités. J'ai utilisé aussi le logiciel Google Maps pour que les participants ils puissent s'inscrire. Alors oui, parce qu'en fait, donc, je vais finir sur mon organisation, sinon je vais partir tout azimut. Donc, je disais que on a organisé j'ai organisé le MOOC. Il est en 3 blocs. Je vais quand même vous montrer ça parce que sinon, vous n'allez pas… Voilà, je vais cliquer là-dessus. Voilà, donc on est finalement parti sur 3 blocs. Donc l'équivalent à 3 semaines de formation. Un premier bloc réflexion autour de l'accompagnement, c'est moi qui m'en suis chargée, donc c'est moi qui faisais les cours, donc j'ai monté le bloc complet, y compris sur le NT. Et puis les 2 autres blocs, c'est 2 autres collègues qui étaient sur la formation, donc entraînement mental intégré et interaction coach-coaché. Donc là, les collègues, ils avaient leur cours, leur support PowerPoint, et j'ai travaillé avec eux de l'accompagnement jusqu'à l'encapsulage, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, les scénarios pédagogiques et comment les organiser. Et donc la question, c'était est-ce qu'on ouvre le MOOC complètement en autonomie pour les participants et ils font comme ils veulent, ou est-ce qu'on fait d'abord une semaine, puis une autre semaine, puis une autre semaine.
Donc, on a décidé de tout ouvrir d'un seul coup. Pour quelle raison? Parce que nous, la direction nous a dit, si vous faites MOOC, c'est gratuit. Donc, ça veut dire qu'il y a très peu, une fois que vous avez fait les contenus, il y a très peu d'intervention de votre part, de temps agent, parce que sinon, c'est évidemment très chronophage. On essaie de réfléchir à faire une organisation où les personnes sont autonomes, mais on donne une petite dynamique en suggérant de faire un bloc par semaine. Et donc, l'idée, c'était de laisser une semaine de battement pour que les personnes qui ont pris un peu de retard puissent quand même le finir. Entre-temps, il y a eu la crise du Covid. Donc, le MOOC, ce n'est pas clos, parce qu'il aurait dû rester ouvert un mois, et il a continué à être ouvert. Parce qu'on s'est dit, on donne accès à des contenus aux personnes qui sont confinées chez elles pour qu'elles puissent continuer à éventuellement travailler ou se former. Donc, voilà, il y a eu un peu cette, on va dire, cette interférence au milieu. Donc, ça, c'était les questions. Après, dans ce qui a fonctionné, donc on a réussi à le mettre en place dans le timing qu'on a souhaité. Je vais revenir sur la page d'accueil. Alors, je vous parlais de la conception pédagogique. Donc, en fait, j'ai souhaité organiser le… Alors, attendez, je cherche… Voilà, on a organisé en fait le bloc, le MOOC. Les blocs, ils ont été tous organisés de la même manière. Vous voyez là ou pas, là, ce que je montre avec ma souris? Donc en fait, chaque bloc a été organisé avec un parcours en fait en rubrique. Et à chaque fois, j'ai expliqué sur les consignes générales comment étaient organisées les rubriques et ce qu'on suggérait dans la logique pour suivre les contenus. Mais après, les participants, ils pouvaient faire comme ils souhaitaient, accéder au contenu comme ils le voulaient. Donc, par exemple, si on prend le bloc 1, tous les blocs étaient organisés de la même manière. Il y avait un premier pavé interactif. Donc, à chaque fois, ils peuvent cliquer sur les rubriques et y accéder directement. Et ça renvoie à un parcours. Donc, une rubrique introduction, une rubrique avec des apports et des cours et des contenus, une rubrique de travail individuel plutôt sous forme de TP, une rubrique avec des échanges, ensuite un travail sur un focus qui était plutôt là dans ce MOOC, un focus outil, avec un partage pour approfondir dans la thématique sur un outil en particulier qu'on souhaitait travailler avec eux. Une rubrique témoignages sur la thématique avec des témoignages ou vidéos ou des témoignages qui ont été construits avec des anciens stagiaires par exemple ou des professionnels. Une partie résumée que chacun a dû s'approprier aussi, donc les collègues qui ont travaillé pour le construire. Une partie pour aller plus loin, plutôt une ressource médiathèque et une partie évaluation. Donc ça a été mon travail d'accompagnement avec chacun des collègues pour donner la cohérence entre chaque bloc. Chaque bloc est construit de la même manière. Et après, chaque collègue a dû… Alors, si on clique, par exemple, sur Intro, on accède ensuite à un parcours assez classique, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, un parcours dans lequel, à chaque fois, est associée une vidéo et des contenus qui sont téléchargeables en PDF pour les stagiaires. Et donc, on a après la suite logique dans le parcours, les TP, les différents apports, l'accès au forum, et ainsi de suite. Donc, ça a bien marché. Aujourd'hui, on a 192 inscrits MOOC. L'idée aussi qu'on souhaitait, c'était faire des contenus qui étaient autoproduits, c'est-à-dire des choses qu'on a construites nous-mêmes. Alors peut-être que les améliorations, ça serait après de faire des liens avec des choses qui existent ailleurs, mais on a voulu mettre un peu une marque de fabrique là-dessus. Ce qui a fonctionné aussi, c'est les inscriptions autonomes, parce que dans les environnements et tout, c'était assez compliqué, l'inscription des stagiaires. Donc là, ça a plutôt bien fonctionné avec l'ouverture publique. Donc les personnes se sont inscrites assez vite. On a eu une problématique assez rapidement de savoir, comme on a fait avec la com de l'ENVSN, on a fait un travail de com pour annoncer le MOOC. Les personnes pouvaient s'inscrire un mois avant. Donc il fallait vérifier que ces personnes-là puissent aller sur l'environnement, sans avoir forcément encore accès au contenu, mais qu'elles sachent qu'elles étaient au bon endroit et qu'on puisse les prévenir sans forcément répondre par mail individuellement. Donc, j'avais ouvert la page d'accueil classique, elle a été ouverte tout le temps.
Et elle redirigeait les personnes une fois qu'elles s'étaient inscrites sur cette page en leur disant c'est bon, vous êtes bien arrivé au bon endroit. En attendant que le MOOC ouvre, inscrivez-vous sur le Google Maps, et ça leur permettait de valider le fait qu'ils étaient au bon endroit. Et après, avec une annonce, je faisais un rétro-planning en disant ça va ouvrir dans tant de temps. Donc ça a bien marché aussi. Alors, ce que j'ai pu en retenir et ce que j'ai appris, en fait, c'est que, bon, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais c'est déjà pas simple quand on fait des cours en salle de pouvoir les traduire à distance pour soi. Alors, le faire et rentrer dans l'univers d'autres collègues et de les accompagner pour rester fidèles à ce qu'ils veulent faire dans des contenus qui sont donnés à voir avec des capsules vidéo, c'est pas simple, et c'est surtout hyper chronophage pour la personne qui accompagne. C'est super intéressant, eux ça les rassure, mais bon, moi j'ai quasiment dû assister à tous leurs cours parce que je les ai aidés à encapsuler et à faire le montage. Donc c'est vrai que si la personne elle est un peu plus autonome dans son contenu et dans la gestion de l'outil, c'est peut-être un peu moins chronophage pour les personnes. Mais en fait, c'était un peu le gage pour que le MOOC il arrive au bout et qu'on puisse le mener et l'ouvrir. Donc voilà, donc ça j'ai appris ça. Les collègues que je suis avec eux, et du coup ils étaient un peu clés en main, ils avaient juste à faire leur cours, et puis moi je les ai aidés à, comme je disais, à les mettre en capsule et puis à les monter dans l'environnement. Donc voilà, plus facile s'il y a plusieurs collègues qui maîtrisent. Et donc voilà, ce qui était compliqué, c'est de rester fidèle à la manière dont ils concevaient leurs cours en présentiel, et essayer de continuer à faire comme ils faisaient en présentiel, et d'imaginer des scénarios ou des jeux pour qu'ils restent le plus fidèles à ce qu'ils faisaient en présentiel, même s'ils étaient face à personne au moment où ils étaient en train de faire le cours. Après, ce qui est amélioré de mon point de vue, donc à chaque fois, les cours sont suivis d'un questionnaire. Donc, il y a un questionnaire d'auto-évaluation. Donc, les personnes ont joué le jeu de faire les TP, les évaluations. Par contre, les évaluations du bloc et du MOOC, ça pourrait être perfectible parce que tout le monde n'a pas répondu. Je n'ai pas autant de réponses que le nombre d'inscrits. Ce qui est amélioré aussi, je termine, hein, c'est on aurait voulu pouvoir le faire, finaliser les choses avec des badges. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Parce que moi, je ne maîtrise pas encore super bien les badges, et puis les collègues à l'interne n'étaient pas forcément dispo, et c'était une petite semaine avant que le MOOC ouvre, donc je n'ai pas pris le risque de perturber les choses. Donc, je pense qu'il faudra améliorer en mettant des badges, parce que les participants sont demandeurs d'avoir des attestations. Et puis, les choses à améliorer aussi, de mon point de vue, c'est l'interaction en fait avec C'est assez frustrant quand on est formateur en présentiel de se retrouver à avoir mis des contenus et d'interagir finalement avec les participants. Du coup, on ne sait pas trop où ils en sont, ce qu'ils ont fait, et je trouve qu'il faudrait améliorer. Donc là, il y a des pistes, mais on pourra en discuter sur comment impliquer un peu plus les formateurs sur le forum, donner une dynamique un peu collective qu'on arrive facilement à faire quand on est en présentiel, et quand on est à distance et qu'en plus notre direction nous dit il ne faut pas trop passer de temps. Bon voilà, c'est un petit peu les questions sur lesquelles on pourrait s'améliorer. Et la suite, elle a été assez rapide puisqu'on a des collègues, j'ai des collègues de BP qui se sont retrouvés à avoir besoin de contenu parce que d'un seul coup Covid, et il fallait avoir des contenus prêts à distance pour leurs stagiaires. Donc on a morcelé les blocs, et on a travaillé avec les BP Surf et Kite sur ces contenus-là qui n'étaient pas destinés pour eux, mais qu'on a essayé de mettre en place avec un rôle important sur l'animation de la ressource. Mais on pourra y revenir sur les questions. Et puis, l'idée, c'est de continuer à faire des blocs sur ce MOOC, peut-être payant, à voir en tout cas, mais l'idée, c'est de l'incrémenter un peu plus et de l'améliorer avec des outils comme le collecticiel qui a été créé, je crois, entre-temps, parce que quand on demande des TP qui sont des TP où ils doivent produire des dessins ou des vidéos, pour assurer ce suivi-là, ce n'est pas forcément très simple. Et aussi, la suite, je me questionne aussi sur les problématiques de RGPD. Comment on peut récolter les coordonnées des personnes et pouvoir après faire une forme de diffusion, notamment là, nous, pour notre diplôme, ce que je vous disais, puisque l'idée aussi, c'est de capter des gens pour qu'ils viennent sur notre diplôme de coaching. Donc voilà, c'est des questions un petit peu
sur la suite. Donc ça, j'ai passé. Et donc voilà, je suis disponible. J'étais un peu bavard, mais je suis disponible pour répondre à des questions si vous en avez. Il y en a peut-être sur le chat, mais alors j'avoue que je n'ai même pas regardé. Et Pascal, il va me dire tout Non, ça. pour l'instant, pas de questions sur le chat. Pardon, allez-y. Qui c'est qui veut enchaîner pour poser des questions à Céline? Non, pas de questions? Alors, parce que moi, j'en ai autrement. Hein, donc, alors, je vais commencer. Céline t'a dit qu'effectivement, l'idée, ce qui était un peu frustrant, c'était que les formateurs n'ont pas pu accompagner. Et on comprend, si le MOOC est gratuit, on avait dit tout à l'heure dans les sujets, accompagner, ça prend énormément de temps pour un formateur. Donc, à un moment, il faut bien que l'établissement finance ça. Donc, est-ce que, effectivement, tu pourrais prévoir une session où là, il y a un accompagnement fort, tu mobilises les collègues pour qu'il y ait un accompagnement, mais dans ce cas-là, où est-ce que ça rentrait peut-être dans le cadre d'une des formations existantes? Tu as estimé à combien d'heures à peu près ce MOOC-là, sans l'assistance pédagogique? Le MOOC, c'était 14 heures. Voilà. On était plutôt parti là-dessus. Et si tu accompagnais vraiment, il faudrait combien d'heures peut-être pour un stagiaire avec l'accompagnement? Là, on l'a fait du coup, je l'ai fait pour les BP, là, les deux promos qui ont fait les semaines, enfin en tout cas ça a été un bloc, hein, donc une semaine. Là, on passe, si on fait des retours, on passe largement à au moins peut-être le double, quoi, je pense. En tout cas, alors, ça dépend pour le temps accompagnateur et pour le temps stagiaire, quoi. Le temps stagiaire, lui, il double pas, mais pour nous, le temps de refaire parce qu'en fait, la plus-value après, si ça devient de la FOAD, parce que ces contenus peuvent être utilisés en FOAD, c'est les retours qu'on fait individualisés sur les productions qu'on demande. Et là, du coup, voilà, si on interagit avec le groupe complet, ça peut prendre un temps certain. C'est ce que j'ai fait là, dans le temps contraint. Et si on fait des retours individuels, là, du coup, ça augmente assez vite, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, parce qu'il y a David qui est présent là sur la visio, je pense qu'il a pris l'option, lui, sur son MOOC sécurité, il en parlera, je crois, demain, c'est peut-être de faire, pour créer ce lien avec les participants, même si c'est gratuit, je pense que peut-être faire des rendez-vous visio en cours d'une semaine où on regroupe qui veut et on peut avoir une forme d'interaction, ça peut être intéressant pour la motivation des participants, mais aussi pour ceux qui ont conçu les contenus et qui les livrent un peu en pâture et qui ont pas trop de… C'est difficile, quoi, en fait, c'est frustrant de ne pas pouvoir intervenir, je trouve. Donc, peut-être que l'option qu'a prise David là, sur sa troisième version du MOOC, elle est intéressante là-dessus, je pense. Il faut trouver un compromis pour qu'il y ait quand même de l'interaction, même s'ils sont nombreux. Parce que sinon, voilà, il y a une forme de frustration. Voilà. Alors, c'est clairement aussi sur le MOOC des évaluateurs, hein, c'est aussi ce que je partage, hein, c'est-à-dire qu'à un moment, si on anime un groupe, avoir aussi des temps en visio pour avoir un retour. Moi, je parlais aussi des organismes qui me contactaient pour que j'intervienne chez eux pour expliquer le MOOC à leur groupe constitué, mais finalement des fois en présentiel même, et de se dire, mais là, on fait la transition, on explique, il y a le suivi de formation, mais on a un retour direct. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et après, il y a le deuxième aspect que tu disais, c'est vrai que ça demande, hein, mais c'est aussi c'était une intervention de Bernard Denis là, de la Guadeloupe, qui est chef de département en formation, qui disait que ça demande bien une ingénierie de formation, mais une ingénierie aussi financière, de dire à son établissement que finalement, si ça vous prend beaucoup de temps d'accompagnement dans les prochaines formations, en BPGEPS, DEGEPS, par contre, comme vous avez fait toute la partie conception, faire 28 heures de formation, normalement, si on compte, ça fait souvent 2 heures de préparation pour 1 heure de cours. Enfin, ça dépend des taux de chaque organisme. Là, en fait, tout le temps formateur, vous allez l'utiliser pour l'accompagnement parce que le parcours, il est fait. Et donc, à mon avis, c'est ça qu'il faut négocier dans les établissements en disant, attention, oui, on a fait ça. Là, pour l'instant, on n'a pas rentré, mais si on le propose dans les autres formations, tout le temps de conception, il est déjà fait. Par contre, les formateurs, on va les financer sur de l'accompagnement. Et ça peut être intéressant parce que c'est aussi gratifiant pour les formateurs qui ont conçu ce MOOC, à un moment de se concentrer vraiment sur un accompagnement suivi, mais qui va loin, qui permet de voir le résultat de ce que ça donne chez les apprenants, quoi, en fait. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, c'est l'idée qui était évoquée hier aussi de dire on fait des centres de ressources
Là, on pourrait imaginer que ce MOOC, il peut être un centre de ressources pour formation, mais là, après, la qualité aussi, enfin, alors ça dépend de la thématique, mais là, en l'occurrence, la qualité, après, c'est l'animation qu'on fait autour de la ressource et comment est-ce qu'on l'amène dans l'environnement numérique d'une autre formation, et du coup, comment on le réfléchit. Et ça, je le dis là aux collègues qui sont présents, quand on réfléchit au MOOC, il faut réfléchir aussi à, enfin, on n'y pense pas tout le temps, mais comment on peut exploiter aussi les contenus, parce que sinon après il faut refaire, pour dupliquer en fait, dupliquer le MOOC pour qu'il serve à d'autres formations. Là moi j'en suis là en fait, c'est-à-dire j'ai réfléchi à des choses qui sont ordonnancées. Maintenant, si on veut les déconstruire, parce que c'est logique pour se l'approprier, comment on va aller capter ces contenus, les mettre autrement, parce que là on recrée finalement un mini-environnement dans un environnement existant. Et ça devient un petit peu plus complexe, alors que c'est le but, c'est aussi le but, que ça soit partagé, que ça continue et comment on l'anime, quoi. Voilà. Sachant que là, moi, j'en suis là, quoi. Après, la suite de ça, comment ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant, Céline, parce qu'on voit que quand ça va être travaillé dans les équipes de formation, de dire, voilà, on est en train de construire des contenus, mais il y a plusieurs formes d'exploitation possibles. Quelque chose de voilà. gratuit, libre, mais sans accompagnement. Comme tu dis, et ce que va présenter David demain, oui, ouvert gratuitement, mais avec quand même des temps en visio pour qu'il y ait un espèce de retour et des choses comme ça, mais en même temps pas trop chronophage. Et ensuite, carrément la version avec accompagnement poussé, mais là sur des groupes restreints, parce qu'effectivement, un accompagnement poussé. Ça. Et il y a aussi d'autres opportunités, je me disais, mais c'est aussi des choses qui peuvent remonter sur les offres de formation nationale, sur certains contenus aussi, pour dire, voilà, un agent qui veut juste se former en quelques heures sur cette thématique-là, hop, eh bien, ça pourrait ouvrir et que on montre en tant que les organismes montrent que on peut aussi alimenter en formation courte, bien sûr, ces offres-là. Mais ça veut dire que ça demande dans les équipes de formation de le penser de plusieurs façons, que ça soit modulable et que voilà, et qu'il y ait plusieurs façons de le financer aussi selon les formes, quoi. Pascal, j'ai une question pour Céline. Oui, vas-y. Alors Céline, je suis sur le MOOC Tuteur. On se pose la question dans la construction aujourd'hui, comment le partager, l'exploiter avec d'autres structures CREPS. Est-ce que dans ta conception, tu as eu aussi cette question qui t'a organisée? Alors, non, pas vraiment, parce qu'il y avait aussi une logique de se dire exister sur une thématique sur laquelle on voulait montrer qu'on avait des compétences, tu vois, ENVSN. Par contre, la logique, l'idée, c'était de se dire que ça servirait à nos formations en interne et pourquoi pas à d'autres, quoi. Mais c'était plutôt dans la logique formation qu'établissement. Voilà. Je n'ai pas réfléchi à ça comme ça. D'ailleurs, on s'était posé la question, est-ce qu'on répond à l'appel à projet du réseau, tu vois, mais c'était quand même quelque chose d'assez circonscrit qui a vocation à pouvoir être partagé. Avec le recul, peut-être que j'aurais pu, mais sur le moment, je n'ai pas réfléchi de cette manière-là. Par contre, je pense que c'est essentiel, c'est ce que j'ai vu. Je pense qu'il faut faire un produit un peu fini, cadré, qui tourne tout seul pour ceux qui veulent s'en servir comme ça, qui est bordé, et puis un qui peut être adapté. S'ils veulent mettre un peu leurs pattes, rajouter des choses, je pense qu'il faut le réfléchir à différents stades et donc après partager avec d'autres établissements, quoi. Là, voilà, donc, mais bon, ça pourrait être une deuxième version qui est plus partagée à plusieurs. Là-dessus, je pense que c'est plus riche, j'en suis convaincue. Après, voilà, j'ai démarré avec ce qu'on faisait depuis un moment et qu'on essaye de le donner à voir différemment dans ce que j'ai expliqué sur l'historique, quoi. Alors, ça, oui, Céline et Sylvain, c'est vraiment les réflexions qu'on a sur le réseau RNSPF. C'est savoir comment on peut réutiliser. Parce que la version, je file mon MOOC et à un autre établissement parce qu'on est service public et ils s'en débrouillent, on voit que ça ne marche pas forcément et ce n'est pas ce qu'on attend. Parce qu'en fait, l'expertise que vous avez développée dessus et l'accompagnement, n'importe qui ne peut pas le faire, voilà, parce qu'il faut une maîtrise de cet environnement. Et puis aussi, si l'établissement UNVSN a financé ses formateurs pour qu'ils travaillent là-dessus,
à un moment, il y a aussi besoin d'avoir des questions de don contre don, quoi, en fait. Et donc, il faudra vraiment travailler là-dessus pour dire effectivement, est-ce qu'on peut dire à un autre établissement, mais vous l'intégrez dans votre formation, mais on vous fait payer que l'accompagnement des formateurs parce que le contenu a été produit. Mais là, c'est un échange entre services publics en disant, voilà, mais par contre, les temps formateurs, on ne peut pas il faut bien que chaque établissement paye ses formateurs. Ça veut dire que là, c'est l'expertise, mais comment le collègue finalement qui utilise ça se dit, c'est totalement déconnecté de ma formation, donc comment j'y rentre aussi? Et donc ça, on est vraiment dans des questions que pour l'instant, on n'a pas du tout résolues, mais c'est super parce qu'avant, on ne se posait même pas les questions, c'est-à-dire que ce n'était pas possible. Là, on voit bien qu'on tâtonne, la question de Sylvain aussi, comment on peut faire. Ce qui est différent, mettons, de moi, le MOOC que j'avais développé évaluateur, puisque là, c'était un contenu national, direction des sports. Parce qu'il faut, en termes de qualité de la certification, le service public diffuse une formation pour qu'il y ait une qualité. Machin. Là, on est bien sur des contenus produits par des établissements. Donc, et avec l'expertise et l'accompagnement qu'il doit y avoir dans chaque établissement, qui sont des notions bien précises. Tout le monde n'a pas cette expertise pour accompagner dans le domaine. Alors que le MOOC des évaluateurs, on peut dire, bon, mais voilà, tout collègue en direction régionale ou tout ça, on peut en trouver un qui soit référent et qui puisse faire l'animation sur le territoire, parce que la certification, c'est quelque chose de partagé par tous les services. Donc, on voit bien qu'il faut qu'on trouve des modalités différentes. Et dans les groupes de réflexion là, de cet après-midi, ça sera vraiment des pistes à trouver pour… et moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule modalité. Comme tu dis, il y a plusieurs choses à imaginer. Et des fois, la technique nous freinera parce qu'on n'a pas anticipé au départ. En tout cas, moi, on a cette question avec des contenus que nous, on peut développer à l'interne. Mais bon, Olivier, David, Claire en parleront, je pense, qu'on développe sur notre environnement, qui est Claco, et après avec la Fédération française de voile, où c'est un autre environnement. Et les passerelles, en fait, si c'est développé sur un environnement, c'est pas si évident que ça de les faire passer ailleurs. On peut faire des liens. Et c'est vrai que toutes ces problématiques-là, il faut les avoir peut-être envisagées en macro sur certaines pistes. Parce que derrière, après, ça demande de refaire le boulot. Alors, ok, c'est pas le plus… Mais bon, ça prend quand même aussi du temps de reconcevoir un environnement, même si on sait déjà comment il est construit. Mais en tout cas, c'est vrai que la réflexion, elle est intéressante, je trouve, Sylvain et Pascal, sur comment on peut réutiliser, parce qu'il n'avait pas cette vocation au départ, mais on se rend compte, là, avec le Covid, le cours n'était pas forcément destiné au BP. Puis finalement, la partie réflexion sur la posture d'accompagnateur, le bloc là, que je gère, il est assez transversal sur… la manière dont on s'en sert et comment on le contextualise, il peut servir à pas mal d'interventions. En fait, finalement, quand j'entendais les collègues dire « je suis facilitateur, accompagnateur », il peut servir. Et voilà. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Enfin, je veux dire, il n'est pas forcément figé dans une discipline ou dans quelque chose de très précis. Donc, justement, c'est vrai que ça peut être intéressant de lui donner une suite autre. Parce que, voilà, tu vois, quand on dit que, mettons, Sylvain travaille sur les tuteurs, on pourrait dire qu'un tuteur, s'il veut aller jusque le formateur en situation de travail, eh bien, pour passer un palier, il faudrait qu'il ait aussi la notion d'accompagnement. Donc, on rajoute une brique et on pourrait lui rajouter la brique évaluateur pour que de tuteur, on passe à un vrai formateur en situation de travail qui est aussi un évaluateur des diplômes d'État. Donc, on voit bien qu'avec tous nos systèmes, on pourrait faire des briques qui permettent progressivement d'aller monter. Et comme disait Marcel Lebrun hier, on ne leur donne pas tout un package. Mais non, bien sûr. On ne peut pas être en 4 jours à la fois tuteur, formateur en situation de travail, évaluateur, machin. Non. Je pense des choses qu'il faut. Et nos briques, là, elles vont pouvoir, je pense, bien se compléter. Mais ça demande encore pas mal d'échanges entre nous pour trouver des modèles de fonctionnement. Et après, la dernière question là, que je n'ai pas évoquée, je regardais mes notes, c'est l'idée de… Je pense qu'il faut… par exemple, sur le premier… On a essayé de réfléchir à nos blocs pour qu'ils aboutissent à des badges en se disant on fait des questions. Mais bon, voilà, moi, c'est une réflexion autour de l'accompagnement que je propose dans le bloc 1. Donc, il n'y a pas de vérité. C'est juste savoir où moi je me situe, comment je suis quand j'accompagne, quels sont les possibles rôles qu'on peut prendre. Donc, après, les questions pour obtenir… à un quiz de 15 sur 20 pour avoir un badge, c'était assez délicat. Et néanmoins, les participants, ils sont demandeurs de ça, de pouvoir attester qu'ils ont suivi un contenu
pour pouvoir le mettre. Enfin, voilà. Et Ah. donc, comment, enfin, voilà, quelle est Alors, l'option, quoi. Ça, là-dessus, l'option je suis que assez… tu pourrais prendre, c'est comme fait FunMOOC des fois, c'est-à-dire que les gens peuvent suivre gratuitement le MOOC, mais par contre, ils n'ont pas les badges. S'ils veulent les badges, il faut qu'il y ait la version accompagnée. Et c'est-à-dire que toi, ça serait une évaluation qualitative. Parce que Ouais, certifier l'accompagnement sur un quiz, c'est pas possible. Enfin, je pense. c'est compliqué. J'ai essayé de faire un quiz, mais si tu veux, c'est pas, pour moi, ça… Voilà. C'est pas, Il y a des choses qui l'idéal. peuvent se formuler sur des quiz ou des choses comme ça. Mais là, sur la notion d'accompagnement, et donc ça serait la personne, il y a 1 heure, mettons, ou je sais pas, 2 heures d'entretien avec lui. Et toi, à la fin de l'entretien, en tant que formateur, tu attestes qu'effectivement, qualitativement, la personne a compris ce que c'était la posture d'accompagnateur. Et tu délivres le badge. Mais là, tu le délivres, le badge, il est créé dans la plateforme, mais c'est toi qui le délivres manuellement, en fait. Parce que c'est une évaluation qualitative et que ça ne peut pas reposer sur juste une réponse à un quiz. Alors après, on peut mixer et mettre plusieurs conditions. Hein. Jérôme, il fait un atelier sur les badges, c'est tout à l'heure aussi. Oui, je me suis pas inscrite, mais je vais y aller justement, Jérôme. Voilà. Dans 45 minutes. Pardon. Voilà. Donc oui, il va falloir qu'on coupe pour que effectivement dans 15 minutes. Les gens puissent basculer sur les ateliers techniques. Mais effectivement, hein, ça, voilà, hein, c'est pas parce que c'est un badge que c'est tout automatique. Donc, merci beaucoup Céline, merci à tous.